Nous voici embarqués pour le cours de réseau de L3. Et donc je vais d'abord vous donner des informations un peu générales et logistiques à propos de ce cours. C'est quand même utile. Donc il y en a certaines probablement que vous connaissez déjà, mais c'est pas grave, je vais les rappeler, puis d'autres que je vais détailler. Alors, juste en préliminaire, il faut juste que je précise une petite chose. Aujourd'hui, je suis obligé de terminer un petit peu plus tôt que d'habitude. J'espère que vous me pardonnerez, mais j'ai une contrainte à laquelle je ne peux pas m'échapper, et donc je me vois contraint de terminer un petit peu plus tôt. Donc comme il m'arrive d'être, je sais pas, comme il m'arrive d'être bavard, il n'est pas impossible que je dépasse l'heure. Tant pis, ce sera de ma faute, mais voilà. J'essaierai de m'arrêter à 18h. Donc vous avez un cours en amphi, puisque vous êtes là, vous le savez, tous les jeudis, de 16h30 à 18h30. À Amphi 4C, c'est déjà faux, puisque c'est l'amphi 9E. Et vous avez 3 TP, donc il n'y a pas de TD dans ce cours. C'est un cours de programmation réseau, comme son nom l'indique, donc programmation. Et en programmation, on peut toujours faire de la programmation. Vous avez manqué plein de choses. En programmation, on peut toujours en faire sur le papier, mais rien ne vaut l'essai sur machine, parce que le but de la programmation, c'est quand même de faire tourner des programmes sur des ordinateurs. Donc, on zappe TD et on passe directement à TP. Vous allez mettre en application directement, j'espère, et à votre plus grand profit, les choses que je vais essayer de vous faire passer en cours. Donc, vous avez 3 TP. Essayez de bien vous répartir. Je sais que vous avez des emplois du temps divers et variés, que ce n'est pas toujours possible de sauter l'un à l'autre, mais évitez de remplir à fond un TP et d'en vider un. Essayez de vous équilibrer. C'est quand même plus efficace pédagogiquement pour le chargé de TP de veiller sur un nombre raisonnable d'étudiants que d'être chargé par 50 étudiants, 3 par machine ou je ne sais pas quoi. Donc vous avez les 3 TP que vous connaissez dans vos horaires. Un le lundi à 12h30, qui est fait par Arnaud, un mercredi 13h30 qui est fait aussi par Arnaud, et puis un le jeudi à 9h qui est fait par Giulio. Et ces TP se font en salle 2032. Donc 2032, ce sont les nouvelles salles du nouveau bâtiment Sophie Germain. Donc nous venons de déménager, tout ça a été un peu compliqué d'un point de vue logistique, mais maintenant je dispose enfin d'un bureau pas trop loin d'ici, qui est dans le bâtiment Sophie Germain. Donc, certains d'entre vous le connaissent déjà, peut-être déjà tous, je ne sais pas. Nous, on est ici dans la Halle aux Farines, là, en bord de Seine. Et puis, quand vous remontez vers l'avenue de France et que vous vous dirigez vers le fond de l'avenue de France, la nouvelle partie de l'avenue de France qui ouvre sur le terminal du tramway, eh bien, vous avez un bâtiment qui est ici, qui est le bâtiment Sophie Germain. Devant, il y a quelques grues, un gros trou, il y aura bientôt un nouveau bâtiment devant, je ne sais pas ce qu'il y aura là-dedans, mais peu importe. Donc c'est pas très loin, hein, à pied, je ne sais pas, à vol d'oiseau 100 mètres, à pied peut-être 200. Voilà. Et donc les salles de TP sont là-dedans. Donc 2032, comme le nom l'indique, c'est 2e étage et c'est la salle 32, c'est à un des fonds du bâtiment. Vous trouverez ça, donc vous avez toutes vos salles de TP là-bas. Ok ? Donc prenez un petit peu de temps pour y aller si vous avez l'habitude de passer de la Halle aux Farines à Sophie Germain. Il faut marcher un peu, donc il faut... Voilà. Ok ? Alors, qu'est-ce que c'est que ce cours et comment vous arrivez à obtenir cet enseignement, puisque vous êtes là pour suivre des études, donc normalement c'est pour acquérir des connaissances. Même si vous pensez qu'en fait le but final c'est d'obtenir un diplôme. Bon, donc ce diplôme, pour que vous l'obteniez, il faut qu'on contrôle vos connaissances. Et donc, comment ces connaissances sont-elles contrôlées en programmation réseau? C'est assez simple. Vous avez un examen et un projet. Et ça compte. Donc, la note finale est calculée avec 65% de l'examen et puis 35% pour le projet. Ça vous délivre une note sur 10, puis comme d'habitude, hein, si vous avez moins de 10, il faudra peut-être repasser la seconde session, ça dépend si vous êtes compensé, machin, blablabla, le jury, bref, c'est tout le système habituel.
jury qui compense peut-être. S'il ne compense pas, il faudra peut-être repasser le machin au deuxième semestre, enfin deuxième session, pardon, etc. Les dates d'examen, les dates du projet ne sont pas encore connues. On vient juste de commencer, on ne va pas se préoccuper de ces questions-là tout de suite. Mais je vous donnerai ces informations-là en temps et en heure. Il n'y a pas de problème. Le projet fera l'objet d'une soutenance, bien sûr. Je vous donnerai le projet en cours de semestre. Ça fera l'objet d'une soutenance qui aura lieu probablement en mai, enfin après les cours. Voilà. Donc je ne sais pas si ce sera avant les examens ou après les examens. Enfin, ce sera en gros à cette période-là. Ok ? Et fin mai, puisque début mai, il y a les vacances de printemps, et donc on ne va pas faire de soutenance pendant les vacances. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir ? Ce cours, il a une page Diddle qui lui est associée. Donc je vous demande, s'il vous plaît, de vous y inscrire en tant qu'utilisateur. On a des grandes difficultés à essayer de vous joindre et tout ça. C'est vrai qu'on arrive à faire passer plus ou moins d'informations, mais si je veux faire passer des informations qui sont ciblées sur ce cours, autant n'atteindre que vous. Je n'ai pas besoin d'atteindre ceux qui ne suivent pas programmation réseau. Donc je vous demande de vous inscrire en tant qu'utilisateur. Vous connaissez Diddle, normalement. Hein. Vous êtes au second semestre, donc même si vous n'étiez pas à P7 l'an dernier, normalement il y avait le premier semestre, donc vous avez déjà dû avoir affaire avec Diddle. Donc vous allez sur Diddle, vous cherchez le cours L3 Info Prog RSO, réseau, et vous vous inscrivez en tant qu'utilisateur. Voilà. Et donc quand j'aurai des informations importantes à faire passer, eh bien j'utiliserai cette liste-là pour vous envoyer des mails ou des annonces. Voilà. Ok, donc notamment, je sais pas quoi, les dates de soutenance, les dates de l'examen, le fait qu'un, je sais pas quoi, un TP saute, on a changé un horaire, un moment, enfin je sais pas, toutes les informations utiles, diverses et variées. Et puis, vous avez aussi accès à une page web qui est dédiée à ce cours, à partir de ma propre page. C'est vrai que je n'ai pas eu la politesse de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Mais c'était le premier slide, je pense. Il y avait mon nom. Donc, je suis Jean-Baptiste Younes. Pardonnez-moi de ne pas l'avoir fait avant. Donc, je reviens un peu en arrière. Vous avez donc ici mon adresse mail. Vous pouvez m'y écrire. Normalement, je réponds dans des délais raisonnables. Donc vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, voilà. En priorité les questions de réseau, mais je ne suis pas fermé à une quelconque discussion qui sortirait de ce cadre. Voilà, simplement, si vous m'écrivez, s'il vous plaît, prenez soin de vous présenter en me disant que vous m'écrivez dans le cadre du cours de réseau, parce que je ne connais pas l'ensemble des noms de tous les étudiants à qui je peux avoir affaire, et c'est quand même plus facile de remettre un contexte si vous me dites qui vous êtes. Hein. Non seulement votre nom et votre prénom, c'est plus sympathique, votre nom suffirait, la politesse impose au moins le nom. Et surtout, je suis en L3, voilà, déjà ça c'est un minimum. Après, comme ça me permet facilement de vous répondre. J'adapte mes réponses en fonction du public, ce qui est tout à fait raisonnable, enfin, a priori. Donc, je possède aussi une page, enfin un ensemble de pages web, en particulier pour tous mes cours, et une d'entre elles est dédiée à ce cours de réseau. Et vous allez retrouver toutes les informations que je viens de vous donner, plus d'autres. Et notamment, vous allez retrouver aussi des supports de cours. Donc, les supports que je vais passer sont disponibles. Normalement, je les mets à jour. Quand je fais des petites modifs, je les mets à jour. Si ce n'est pas à jour, vous m'envoyez un mail pour me gronder. Il n'y a pas de problème. Je ferai ça. Donc, vous trouvez tous les supports de cours. Vous trouverez aussi les fiches de TP. Les fiches de TP des années antérieures. Les examens, enfin bref, des corrections partielles de l'examen, je ne corrige pas tout, il faut que je vous laisse un peu travailler par vous-même. Et donc voilà, vous avez à peu près tout ce qu'il faut pour travailler raisonnablement ce cours, y compris l'an dernier, j'ai eu un problème de santé qui m'a empêché de finir ce cours, et ce que j'ai fait l'an dernier pour pallier à quelques difficultés qui s'étaient présentées à cause de ça,
J'avais du coup, depuis mon canapé, enregistré quelques vidéos de démonstration pour des points techniques du cours. Donc vous avez des liens qui vont vous emmener sur des vidéos qui vous montrent comment faire quelques expériences réseau. Donc voilà. Vous trouverez aussi des codes, donc des petits bouts de code pour vous montrer des points techniques du cours. Donc notamment, ça m'arrivera de passer en mode démonstration pendant le cours, de taper des bouts de code pour vous montrer. Eh bien, ces codes-là sont normalement disponibles sur ma page. Donc voilà, il y a plein de choses. Et puis cette année, avec un peu de chance, vous aurez aussi l'enregistrement de ce diaporama avec le son. Et puis ma trombine dans un coin. Ok, donc maintenant je vais peut-être embrayer sur le cours lui-même et un cours introductif. Donc là, il n'y a pas de choses très techniques, mais je vais essayer de brosser le cadre général de ce cours en faisant des rappels. Donc c'est vrai qu'il y a probablement des choses que vous connaissez, plus ou moins. Je ne sais pas, le public est divers en L3. Il y a des gens qui viennent un peu partout, donc les connaissances ne sont pas toutes les mêmes. Donc bien sûr, il y a des très grandes généralités que vous connaissez sans doute, mais ce n'est pas très grave. On rentrera dans les choses plus techniques que vous connaissez certainement moins, voire pas du tout, à la suite, par la suite. Donc la première chose que je souhaiterais, sur laquelle je souhaiterais insister, c'est que ce cours n'est pas un cours de réseau. Donc le réseau, je sais pas quoi, administrateur réseau ou ce genre de truc, c'est un métier très particulier, c'est des connaissances très particulières, et ici, on ne s'en sert pas. C'est-à-dire que je ne vais pas détailler les protocoles IP, TCP ou UDP ou je sais pas quoi. Non pas que ce soit pas intéressant, c'est très intéressant, au moins pour ceux qui s'intéressent au réseau, c'est sûr. Même d'une façon générale, il y a des mécanismes assez intéressants à connaître. Donc ce n'est pas un cours de réseau, on ne va pas détailler ces choses-là. J'en parlerai de temps en temps parce que bien entendu, ce sur quoi on fonctionne, ce sont bien ces réseaux. Et donc de temps en temps, il y a des petits détails techniques qui vont ressurgir, qui vont réapparaître à la surface et je serai obligé d'en dire 2-3 mots. Mais voilà, sans plus. Vous aurez normalement un cours de réseau qui s'appelle protocole réseau. Je crois que son nom officiel, c'est ça, protocole réseau, en M1. Parce que évidemment, je vous souhaite de réussir cette année de L3 et de éventuellement vous revoir l'an prochain en M1. Donc l'an prochain, puisqu'on va considérer par défaut que vous allez réussir, vous aurez un cours de protocole réseau pour ceux qui sont vraiment très intéressés par les techniques réseau profondes, comment tout ça fonctionne vraiment. Donc ce cours, c'est un cours de programmation réseau. Et le mot important, bien sûr, il y a réseau, mais c'est le mot programmation. Hein? Donc ce qu'on va écrire, ce sont bien des programmes, et évidemment, ils sont particuliers. Ce qui m'intéresse de ces programmes, c'est le fait qu'ils vont communiquer. Donc peut-être que le véritable nom de ce cours, ça devrait être un cours de, je sais pas quoi, communication, mais au sens informatique du terme, et pas sociologique, ou je sais pas quoi, ou psychologique du truc. Encore que c'est pas forcément complètement délié. Mais donc ce qui m'intéresse, ce sont des programmes communicants. Donc je vais me placer, pour ceux qui connaissent la technique réseau, les protocoles réseau, je vais me placer assez haut là-dedans, notamment dans la couche application. Le reste en dessous, je m'en fiche, c'est pas très intéressant pour moi. Bon, néanmoins, avant d'aborder cet aspect de programmation, il faut que je rappelle 2-3 choses sur les réseaux. Et peut-être que je vous présente comment moi je vois les réseaux, ou ce que j'ai besoin d'en voir pour que ce cours fonctionne correctement. Donc il y a un aspect important de programmation, c'est pour ça qu'il y a des TP. Et vous ne couperez pas à écrire des programmes dans ce cours. C'est important pour un informaticien d'écrire des programmes. Donc qu'est-ce que c'est qu'un réseau pour un programmeur, hein? Il y a plusieurs façons de le voir, mais vous pouvez le voir à la fois comme un ensemble de services, donc des services que vous allez interroger, au sens commun de la notion de service, hein. Et puis c'est à la fois un moyen de communication. Donc c'est à la fois la couche applicative, si j'ose dire, et puis c'est à la fois la structure. C'est-à-dire l'ensemble des machines ou des applications que vous pouvez atteindre et avec lesquelles vous pouvez communiquer.
Donc il y a la façon dont vous allez communiquer. Ça, c'est les services. C'est ça que j'entends par service. Et puis, il y a avec qui vous allez communiquer, la structure. Okay. Et puis, il y a d'autres visions possibles, mais ça me suffit largement. Alors, quand vous allez communiquer sur le réseau, il y a deux modes possibles. Ça, je pense que vous savez ça, mais si vous ne savez pas, bah voilà, c'est l'occasion de se rappeler ça. Comme beaucoup de choses en informatique, en fait, on n'a pas inventé des choses extrêmement compliquées du point de vue conceptuel. Il y a des choses conceptuelles propres à l'informatique, que vous allez étudier, etc. Mais dans la partie applicative de l'informatique, il y a beaucoup de choses en fait qui découlent du monde ordinaire, du monde physique que nous connaissons tous les jours. Et donc la communication en fait informatique, eh bien, sans surprise, c'est une version numérique ou digitale, vous appelez ça comme vous voulez si vous êtes anglophile, de la communication ordinaire. Donc on a dans le monde inventé différents modes de communication. Il y a deux grands modes de communication. Quand vous voulez envoyer du courrier à quelqu'un, bah, vous avez le mode la poste. Et là, qu'est-ce que vous faites dans le mode la poste? C'est une communication par paquet. Ce que vous envoyez, c'est des paquets. Alors, vous appelez ça des paquets ou des lettres, je m'en fiche, mais c'est ça le mode de communication. Ok? Donc dans ce mode, en fait, il n'y a rien de spécial. La seule chose que vous devez connaître pour communiquer avec quelqu'un, c'est son adresse. Donc ça, c'est un grand classique aussi dans les réseaux. On ne se préoccupe pas de savoir comment les machins sont acheminés, même si on a des services de suivi de colis ou je ne sais pas quoi, y compris dans le monde numérique. Vous mettez l'adresse du destinataire, sur l'enveloppe, vous mettez vos données dans l'enveloppe et puis vous envoyez ça. Mais il n'y a aucune contrainte. Quand vous envoyez votre lettre, vous ne savez pas, vous n'imposez pas à ce que le destinataire soit chez lui ou je ne sais pas quoi. Ça, vous en fichez royalement. Vous envoyez votre lettre et il y a une façon de distribuer ça. Donc, c'est un mode non connecté. Il y a une version connectée pour la communication numérique, mais ce n'est pas très important. Donc l'essentiel, c'est d'être juste atteignable. Atteignable, ça veut dire vous avez une adresse. Si vous voulez qu'on vous envoie une lettre, bah, il vous faut une adresse. Ok? Et puis vous avez l'autre mode, qui est le mode flux ou stream, si vous voulez, bah, qui est la téléphonie. Donc là, le mode est assez différent. Vous avez aussi une adresse au sens de la téléphonie. Votre adresse au sens de la téléphonie, c'est votre numéro de téléphone. Ok? C'est votre numéro. Simplement, le mode est très différent. C'est-à-dire qu'évidemment, si je veux communiquer avec vous au téléphone, il faut que vous soyez là. Si je veux établir une connexion, si je veux établir une conversation, eh bien, la notion d'établissement de la communication. Il faut que vous soyez là, que vous décrochiez. À partir de là, donc il y a un petit mécanisme qui s'est mis en route. Un mécanisme assez compliqué, mais il y a un mécanisme qui s'est mis en route. Et une fois que la communication est établie, alors là, on est libre, on peut converser, en général de façon symétrique. Vous pouvez me parler, moi je peux vous parler, etc. Mais là, il y a nécessité à ce que les deux parties communicantes soient là en même temps et se mettent d'accord sur la façon de converser d'ailleurs. Il y a des façons de converser au téléphone. En général, on n'essaie pas de parler les deux en même temps, sinon il ne se passe pas grand-chose. On n'échange pas beaucoup d'informations. Donc il y a aussi un protocole pour établir qui commence par dire bonjour, qui, etc. Ok ? Alors dans le mode paquet, il y a des choses très importantes à savoir. C'est que dans le mode paquet, par exemple, vous n'avez pas d'ordre dans la délivrance des paquets. Donc c'est bien, c'est pratique, vous n'êtes pas obligé d'attendre que le destinataire soit là. Vous n'avez même pas de garantie d'ailleurs que le paquet arrive. Ça, c'est comme à la poste. En général, les paquets arrivent, mais ça se perd, les lettres. Les paquets aussi d'ailleurs. Ils peuvent arriver abîmés, etc. Mais surtout, il y a un autre point aussi qui est très important pour le coup, c'est que ça devient difficile d'établir une connexion, enfin une conversation avec des lettres. Pour la bonne et simple raison, c'est que les lettres n'arrivent même pas dans l'ordre d'envoi. Donc vous pouvez envoyer deux lettres, une le lundi puis une le mardi, et en fait c'est celle du mardi qui arrive avant celle du lundi. C'est tout à fait possible. C'est le mystère de la distribution du courrier. Donc ça prévaut aussi dans le monde numérique. Vous envoyez des informations en mode datagramme, donc en mode paquet, l'ordre n'a aucune garantie. Vous n'avez pas de garantie sur l'ordre. Ok ?
Alors évidemment, ça c'est intéressant parce que c'est souple et léger. Hein, c'est pas très coûteux. Évidemment, si vous voulez garantir que les paquets arrivent toujours dans le même ordre, etc., vous voyez qu'il faut maintenir des tas de choses pour garantir cette garantie de service est coûteuse. Donc, vous avez un échange, c'est toujours pareil en informatique, vous avez des tas d'échanges, quoi. Si vous n'avez pas beaucoup de place mémoire, ça va vous coûter en calcul et vice-versa. Si vous n'avez pas beaucoup de stockage, il faut recréer les données, enfin, etc. Et là, c'est pareil, si vous voulez de la garantie de service, ça se paye, c'est coûteux. Donc, un service souple et léger, oui, mais du coup, il est moins fiable que l'autre. Voilà. C'est comme ça. Vous expérimenterez ça. Dans le mode flux, pas de perte. Donc là, vous avez une garantie de service qui est celle, disons, du téléphone, normalement. Mais il n'y a pas de perte de données. Et puis, les données sont reçues exactement dans l'ordre dans lequel elles sont envoyées. Donc ça, c'est pas mal. On peut vraiment avoir une conversation normale. Imaginez simplement que pendant que je suis en train de parler, si ce qui nous mettait en connexion, en communication, était un mode datagramme, vous recevriez les mots là dans le désordre. Ce serait un peu difficile pour arriver à comprendre quoi que ce soit de ce que je raconte. Mais voilà. Donc dans le mode flux, c'est quand même bien pratique. On peut enfin établir une connexion ordinaire sans perte. Bien sûr, ça consomme des ressources, c'est consommateur, etc. Alors justement, si on veut savoir comment ces choses-là fonctionnent, comment c'est possible de réaliser un service fiable, bien sûr, il n'est pas fiable dans l'absolu. Si vous coupez les câbles, la communication ne passera pas, ça c'est sûr. Bon, donc comment est-ce que ça fonctionne dans la réalité? Ça, c'est plutôt de l'ordre des réseaux, c'est-à-dire c'est effectivement les protocoles réseau qu'on va vous expliquer comment on met des processus, des calculs, comment on adjoint des processus et des calculs pour remettre les choses dans l'ordre dans lesquels elles ont été émises, redemander des transmissions, mettre des contrôles d'erreurs, des corrections d'erreurs éventuellement, pour que les choses se passent bien. Imaginez simplement la difficulté, par exemple, c'est vrai que c'est magique, maintenant on envoie des sondes sur Mars depuis 30 ans, elles nous communiquent des images plus ou moins jolies selon la version du robot qui est parti sur Mars, mais elles nous communiquent des images qui sont incroyables. Alors si vous y réfléchissez, ces images ont bien été communiquées à travers, quand on a envoyé un flux électromagnétique de Mars à la Terre, mais imaginez simplement le nombre de perturbations que ces informations ont pu croiser. C'est gigantesque. Si vous envoyez brutalement les informations, il n'y a aucune chance de recevoir un demi-pixel de l'image, je vous garantis tout de suite. Donc comment, pourtant, avec une telle distance et de telles perturbations, on arrive quand même à transmettre des informations? Une image complète, qui peut être de plusieurs mégaoctets. Là, il y a des tas de mécanismes avec de la redondance, des contrôles d'erreurs, des machins, voilà. Donc ces mécanismes-là, vous en apprendrez une partie dans le protocole réseau, mais je ne vais pas détailler ça, c'est hors de propos ici en tout cas. Bon, alors la perte, par exemple, c'est vrai que si vous savez que vous avez perdu des informations, vous pouvez toujours demander à réémettre. Dans une conversation téléphonique, si tout d'un coup la qualité est perdue, que vous avez mal entendu ma phrase, qu'est-ce que vous faites? Vous me dites, j'ai pas entendu, et je répète ce que je viens de dire. Voilà, donc la perte peut être compensée par la réémission. C'est coûteux, mais c'est toujours possible. En tout cas, c'est des mécanismes de cet ordre-là. Et puis la dégradation, c'est-à-dire que si des mots sont abîmés, on peut trouver des systèmes de correction d'erreurs. Donc ça, c'est pareil, vous étudierez ça sans doute plus tard, si ça vous intéresse. Il y a des mécanismes de correction d'erreurs plus ou moins solides selon ce que vous voulez faire et ce que vous voulez récupérer comme erreur. OK? Alors comment est-ce qu'on passe d'un tel service à des services fiables? Parce que le service de base, bien sûr, il n'est pas fiable. J'envoie des informations sur un câble, si je communique sur un câble ou même à travers le Wi-Fi, à travers l'air, il y a des perturbations électromagnétiques. Comment est-ce que j'arrive quand même à communiquer correctement et à recevoir ma page web telle que je la voulais à travers le Wi-Fi? Vous imaginez qu'il y a des réémissions dans tous les sens, des corrections d'erreurs qui se produisent dès qu'une perturbation a pu être détectée ou une perte a pu être détectée. Donc le service de base, il n'est pas fiable, mais on a rajouté des mécanismes les uns par-dessus les autres pour rendre les choses fiables. Vous voyez que si je veux faire en sorte que le destinataire soit capable de recomposer des lettres, de lire des lettres dans l'ordre dans lequel je les ai envoyées ou écrites, qu'est-ce qu'on fait en général? Vous mettez la date en haut à droite de votre lettre. Donc c'est une information qui n'est pas forcément toujours utile pour le destinataire, car en général utile c'est le contenu de la lettre, surtout si c'est une lettre venant de l'huissier. Mais la date, elle peut servir à retrouver, à remettre et à recomposer les différents messages temporellement.
Donc l'ordre dans lequel ils ont voulu être émis. Donc vous voyez, vous rajoutez des informations, blablabla. Okay, donc le service de base, c'est envoyer du texte. Après, on peut adjoindre, je sais pas quoi, des tampons rodateurs et des tas d'autres mécanismes comme ça pour rendre les choses fiables. Alors c'est pour ça que, en général, on parle de couches. Alors ça, c'est le modèle de référence pour le réseau. C'est le modèle dit OSI. Alors on l'appelle ISO-OSI. ISO, c'est parce que c'est l'organisme de normalisation internationale. I pour international, S pour standard et O pour organisation. Et puis OSI, c'est un des ensembles de normes qui s'occupe justement des aspects de communication ou d'interconnexion sur des systèmes dits ouverts. Donc vous pouvez créer une entreprise qui livre des logiciels et qui utilise des mécanismes de communication qui ne sont pas libres, ouverts, ou je ne sais pas quoi, qui sont propres à vous. Hein. Vous pouvez avoir besoin de ça. Vous imaginez bien que les militaires, ils ne vous délivrent pas les secrets de leur communication. Hein. Probablement, ils n'utilisent peut-être pas de l'OSI ISO, j'en sais rien. Bon, en tout cas, si vous voulez qu'un ordinateur ordinaire comme le mien communique avec un ordinateur comme le vôtre qui est probablement ordinaire, ou commun, disons, eh bien, on va utiliser des protocoles qui sont ouverts et que tout le monde connaît. Hein. Alors, le modèle, qui n'est pas le modèle que chacun utilise aujourd'hui, mais le modèle idéal des communications réseau, et le modèle OSI est un modèle en 7 couches. Alors, vous voyez, la couche la plus basse, c'est la couche physique. Donc là, j'ai rien inventé, ce tableau, je ne l'ai pas fait moi-même, je suis un feignant, hein, donc j'ai été chercher ça. En général, j'essaie de citer mes sources, mais je ne le fais pas tout le temps. Voilà, je suis allé chercher le modèle OSI, à quoi ça ressemble, j'ai piqué cette image, et voilà. Hein. Donc, tous les modèles OSI que vous retrouverez, enfin toutes les images, toutes les illustrations sont une variante de celui-ci. Donc en bas, vous avez la structure physique. Donc, dans le modèle OSI, on vous explique ce que c'est que la structure physique et quelles sont les caractéristiques de la structure physique pour communiquer. Qu'est-ce que c'est qu'un câble Ethernet? Qu'est-ce que c'est qu'une communication Wi-Fi? C'est quoi les ondes? Quelle est la fréquence des ondes? Je ne sais pas quoi. Enfin, toutes ces caractéristiques physiques qui font qu'il faut bien qu'on échange des informations. Donc il y a bien un médium. Il faut que je connaisse les caractéristiques physiques de ce médium. OK? Et puis après, vous avez différentes couches qui vous apportent d'autres choses. Donc comment est-ce que sur cet objet physique, sur ce médium physique, qu'est-ce que j'appelle un message? Il faut bien que je définisse ce que c'est qu'un message. Il y a des signaux qui transitent, je ne sais pas, un signal électromagnétique qui est échangé entre mon ordinateur et puis la borne Wi-Fi qui est là. Évidemment, ça, c'est des messages qui sont échangés. Peut-être qu'il y a des messages qui sont échangés entre votre ordinateur et cette borne physique. Donc, il faut bien qu'on ait une notion de qu'est-ce que c'est que ces messages. Donc, par-dessus cet objet physique, il faut bien que je définisse, que je me mette d'accord sur, bah tiens, un message, c'est un machin qui commence par telle onde et qui finit par telle onde. Et entre les deux, c'est des données. Je ne sais pas trop ce que c'est, je m'en fiche. Mais c'est des données que j'échange d'un dispositif à l'autre. OK ? Et puis après, par-dessus, une fois qu'on a défini qu'est-ce que c'est qu'un message, on peut définir ce que c'est qu'un réseau. Donc il faut définir une notion de destinataire. Il faut qu'on puisse définir qui sont ou que sont les objets ou qui sont les objets avec lesquels je peux échanger. OK ? Donc par exemple, sur mon ordinateur, je ne sais pas quoi, il peut se connecter via Ethernet, un câble physique. Via Wi-Fi, bon bah voilà, ça veut dire que j'ai plusieurs points de connexion. Donc ces points, il faut que je les identifie. C'est pas pareil de se connecter sur le Wi-Fi, sur ma machine, que de se connecter sur le câble. Donc il faut que je définisse ça. Okay ? Donc mon réseau, il faut que j'identifie tous les points. Il faut que je sois capable d'identifier tous ces points de connexion qui vont me permettre, à partir desquels je vais pouvoir communiquer. Comme dans un réseau téléphonique, il faut identifier tous les postes téléphoniques. Pareil. Donc il y a une notion de réseau. Puis au-dessus de la notion de réseau, vous avez une notion de transport. Il va falloir définir ce que c'est que transporter des informations, cette fois d'un point à un autre. OK ? Puis après, une fois que vous avez défini des notions de transport, donc vous avez plusieurs types de transport, hein, mais ce transport-là, c'est la notion de flux. OK ? Au-dessus, vous avez la notion de session. Bon,
On va pas trop insister là-dessus, mais c'est peut-être celle qui m'intéressera à peu près. Donc là, qu'est-ce que j'ai dans cette notion de session? Alors je sais comment transporter des informations d'un ordinateur à un autre. Le problème, c'est qu'il faut que j'identifie les différentes applications sur chacune des machines. Je peux avoir sur ma machine ici plusieurs applications qui souhaitent communiquer avec une autre machine, là, celle qui est en face de moi. Donc via le même médium, via les mêmes 2 points du réseau, mais je souhaite que l'application 1 de cette machine-là communique avec l'application 12 de cette machine-là, et puis que l'application 3 de cette machine-là communique avec l'application 14 de cette machine-là. Donc je veux que sur ce même médium passent plusieurs communications. Donc il faut que j'identifie à l'intérieur de ces machines, pas seulement comment est-ce que je communique, mais avec quoi je communique. C'est ça la notion de session dans ISO. Ok? C'est la notion de port, logique et ce genre de choses. Et puis après, il y a la notion de présentation et d'application. Bon, ça c'est un peu subtil, mais par exemple, dans la couche présentation, de quoi est-ce qu'on parle? Eh bien, cette fois, on va dire des choses sur les informations. Et notamment le codage de ces informations. Par exemple, je peux communiquer avec le serveur web s'il y en a un sur sa machine, mais j'ai plusieurs façons de communiquer avec le serveur web sur cette machine. Soit j'envoie du texte libre et chacun peut capter et faire sniffer le réseau et voir ce que je suis en train de raconter à ce serveur web. Soit alors je veux une communication cryptée parce que je suis en train de faire transiter mon numéro de carte bleue. Donc les informations qui sont là-dedans, il faut que je décide quel est le codage de ces informations. Donc notamment les informations, enfin, les codages type cryptographique par exemple. Donc c'est de ça que cause la présentation des données. Comment est-ce qu'on présente les données entre applications? Et puis au-dessus, c'est le protocole le plus élevé. Ce qui nous intéresse en réalité, c'est les protocoles entre applications. Si je veux communiquer avec le serveur web qui est en face de moi, je parle de la machine, hein, je ne parle pas de votre camarade. Votre camarade n'est pas un serveur web. Eh bien, il faut que je dise qu'est-ce que ça veut dire communiquer avec un serveur web. Il y a un protocole. Au même titre que si on s'échange si je vous croise dans la rue, il y a un protocole. En général, ça consiste à se dire bonjour, bonjour, ça va, ça va. C'est un protocole, ça. Et pour communiquer, on a besoin de ces protocoles. Sinon, si chacun se met à parler dans n'importe quel ordre. Voilà. Donc, les protocoles, c'est ça. Comment est-ce que les applications se mettent d'accord pour échanger des données et faire telle et telle chose. Okay, et c'est ça qui m'intéresse essentiellement, c'est cette couche application. Parce que c'est elle, donc c'est entre applications qu'on va commencer à causer. Et donc, il faut détailler ces histoires de services. Comment est-ce qu'on cause? Quand vous allez, je ne sais pas quoi, déposer un dossier pour obtenir une carte d'identité auprès du service des cartes d'identité de la préfecture, et il y a un protocole à respecter, il faut venir avec telle et telle chose, il faut dire bonjour, etc. Donc on détaillera ça. Donc voilà, ici j'ai essayé de regrouper dans ces différentes couches des choses que peut-être vous connaissez, vous avez déjà entendu parler. Si vous n'avez pas entendu parler de ces choses-là, c'est simple, hein, vous tapez le mot-clé associé, enfin le mot associé sur votre moteur de recherche préféré, qui commence par G et qui finit par E, et vous aurez des informations. Qu'est-ce que c'est que ces machins-là? IPv4, IPv6, ARP, IPX, TCP, SPX, SSL, Kerberos, Telnet. On expérimentera quelques petites choses là-dessus, Telnet par exemple. Vous expérimenterez ça en TP parce que c'est utile à connaître. Voilà. Bon, bien sûr, on fera aucune manip sur de la fibre, du câble ou je sais pas quoi, ça, on s'en fiche. Nous, on sera suffisamment haut, on sera toujours au moins dans la couche transport. Hein. Le reste en dessous, ça ne m'intéresse pas. Alors, le modèle Internet, donc aujourd'hui, le réseau qui couvre la planète, mais c'est pas c'est le seul qui couvre la planète, mais c'est pas le seul réseau, même le seul réseau à large échelle. Il y a plein de réseaux qui existent, évidemment. Même d'autres réseaux numériques. Certains dont on n'a pas connaissance, et puis il y en a d'autres qui existent, dont on peut avoir connaissance. Il y a des grandes entreprises transnationales, par exemple, qui ont leur propre réseau, bien entendu, il n'y a aucun souci avec ça. Même si ça a tendance à disparaître aujourd'hui, parce que le coût de maintenance de tel réseau est quand même élevé, mais pour des raisons historiques, certains réseaux de ce type continuent à exister. Ou alors on a eu des réseaux, par exemple en France, il y a eu le réseau Transpac, dont vous avez peut-être entendu parler, qui était utilisé notamment par le Minitel. Bon, voilà, il y avait d'autres réseaux que IP qui ont continué à survivre. Je crois que Transpac est mort il n'y a pas longtemps. Le service Minitel sont tous morts il n'y a pas longtemps, mais Transpac, je ne sais pas où est-ce qu'il en est. Néanmoins, nos ordinateurs sont
habituellement connectés à Internet, donc c'est un réseau particulier, et dont le modèle, lui, est à 4 couches. Donc c'est assez difficile de regrouper exactement les couches d'Internet dans les couches ISO, OSI, mais il y a un certain respect quand même, en tout cas ça fonctionne à peu près de la même manière. Vous avez des choses un peu plus évoluées à chaque fois que vous montez dans les machins. Donc link layer, c'est la couche de le plus bas niveau. Au-dessus, vous avez l'Ethernet layer qui est en gros la couche datagram. Au-dessus de la couche datagram, pour faire simple, vous avez la couche transport qui est la couche TCP, la couche de flux. Et puis au-dessus de la couche de flux, vous avez la couche d'application. Donc là, avec les protocoles applicatifs. Comment est-ce que j'envoie du courrier électronique? Comment est-ce que j'interroge un serveur web? Comment est-ce que je lis mon courrier sur un serveur de courrier? Comment je fais du transfert de données, de fichiers? Et puis comment j'échange des données cryptées, TLS, SSL. Voilà, ok? Donc il est un peu plus simplifié parce que, en fait, le modèle OSI-ISO est apparu après le modèle TCP/IP, qui est un modèle assez ancien, hein, il est apparu dans les années 70. Et le modèle OSI-ISO, ça a été une tentative de normalisation. Donc il y a une foison de réseaux qui sont apparus concurremment en fait à TCP/IP ou disons au protocole de l'Internet, comme on le dit aujourd'hui. Plus personne ne parle vraiment de TCP/IP, mais on dit le réseau Internet. Mais donc concurremment à ça, dans les années 80, d'autres réseaux avaient tenté de se mettre en place ou existaient d'ailleurs, et donc on avait essayé de normaliser tout ça et ça a donné naissance à OSI-ISO. Mais je vous rassure, aucun réseau existant n'applique strictement le modèle OSI-ISO. C'est un modèle conceptuel pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans les réseaux. Ok. Alors voilà comment ça fonctionne, par exemple, c'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que c'est que ces différentes couches? Ben, en fait, quand vous échangez des informations d'une application à une autre, eh bien, voilà comment ça fonctionne. Vous avez ici, ok, donc ça c'est pareil, hein, j'ai piqué ça sur Wikipédia. Vous avez deux machines, enfin deux applications sur deux machines qui tentent de communiquer. Alors on sait, ou plus ou moins, qu'entre ces machines, bien sûr, il n'y a pas un câble qui existe. Enfin, il n'y a pas de moyen de communication direct en général entre deux machines quelconques de l'Internet. On va passer par des dispositifs intermédiaires, exactement comme il n'y a pas de route directe entre chez moi et chez vous. Il y a sûrement des tas de routes plus ou moins importantes qu'il faut franchir, enfin, sur lesquelles il faut passer avec des carrefours et des machins. Donc il y a des points de concentration, des flux importants, etc. C'est pareil, hein, le réseau Internet ne connecte pas directement via un médium les points du réseau deux à deux. Ça, c'est pas possible. Ça fera un nombre de fils ou de connexions exponentiel, donc il n'y a aucune chance qu'on y arrive. Alors, donc on passe par des dispositifs, vous appelez ça ce que vous voulez, je m'en fiche, c'est des problèmes de réseau, de savoir si c'est un routeur, un gateway, je sais pas quoi. C'est des dispositifs qui font le relais, c'est ça qui m'intéresse, au moins conceptuellement. Donc si j'ai une application qui va là, donc en fait, une application qui cause une autre application, c'est vrai que vous avez l'illusion, quand une application de cause à une autre, vous avez l'illusion qu'il y a bien un moyen de connexion unique entre les deux. Hein. Bien sûr, quand vous parlez à une autre application, le message est bien transmis, elle le reçoit, etc. En un temps futur, vous avez une garantie de service. Exactement comme quand on établit une connexion téléphonique, on a l'impression qu'on est les deux personnes communicantes seules à posséder le réseau téléphonique. Mais bien entendu, ce n'est pas le cas. Hein. Il n'y a pas un lutin qui a tiré un fil entre votre téléphone et le téléphone récepteur. Donc il y a tout un tas de mécanismes qui sont mis en œuvre. Et comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien justement, on va passer à travers ces différentes couches. Donc la première chose, c'est que sur votre machine, quand vous tentez une communication au niveau de l'application, ça va traverser les différentes couches pour encapsuler. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire encapsuler? Quand vous voulez transmettre le message bonjour à votre voisin, là, enfin à votre père, P-A-I-R, eh bien, le message bonjour, il va être mis dans une enveloppe pour dire je vais envoyer le message bonjour à qui, donc on met ça dans une enveloppe, on met l'adresse du destinataire, ok. Et puis ensuite, on va passer à travers d'autres couches, je sais pas quoi. Là, on va rentrer dans le système de la poste qui va router ce courrier, qui va le mettre dans un sac, je sais pas quoi, le charger avec des camions, machin.
le délivrer. Et donc, ça va passer à travers des tas, comme vous faites un suivi de colis, vous êtes peut-être aperçu, on vous dit le colis, il est, je sais pas quoi, il est sur le hub de Versailles, puis après il est sur le hub de Créteil, puis après il est sur le hub de Paris, puis enfin, ça y est, ça arrive chez vous. Donc en fait, ça passe par des tas de trucs, par des tas d'intermédiaires qui disent ah, ça me concerne, etc. Quand vous envoyez un paquet vers l'Allemagne, vous n'imaginez pas que le premier gars qui reçoit votre lettre sait exactement où est-ce qu'il faut envoyer le paquet en Allemagne. Donc il fait un gros paquet de toutes les lettres qu'il faut envoyer en Allemagne, il envoie ça en Allemagne. Il y a un hub spécial qui là, en Allemagne, va faire le tri. Ah, ok, c'est au nord, au sud. Donc tous ces mécanismes-là nécessitent qu'on empaque les lettres dans des sacs, les sacs dans des trains, je sais pas quoi, dans des containers, les containers dans des trains ou dans des avions. Et donc c'est ça qui est symbolisé ici, ok? Donc vous passez à travers un câble, puis après le message à travers un satellite, puis après il traverse la mer avec une fibre optique, puis je sais pas quoi, blablabla. Puis au bout du compte, vous finissez par retomber sur la machine sur laquelle il y a l'application père, et puis vous remontez les différentes couches pour que, au final, quand l'application lit votre message, c'est le doigt bonjour. Tout a disparu. Les lettres ont été ouvertes, machin, et on a déplié le papier que vous aviez mis dans l'enveloppe. Ok? Alors pour Internet, il y a aussi une normalisation, mais cette normalisation est un petit peu particulière. C'est pour des raisons historiques. Donc certaines de ces normes sont effectivement ISO, mais les normes en vigueur dans l'Internet utilisent un autre mécanisme qui n'est pas les instituts de normalisation habituels, qui sont assez lourds. Ils n'ont pas forcément des défauts, mais évidemment, quand vous... Bon, enfin bref, je ne vais pas faire d'histoire sur la normalisation, je déborderai trop. Mais a priori, dans le monde ouvert de l'Internet, pour faire large, vous pouvez vous-même, si vous êtes suffisamment malin, inventer votre propre protocole. Okay, vous avez un nouveau service à proposer, et ben, rien ne vous empêche de le faire. C'est pas très facile, hein, il faut d'abord connaître tout ce qui existe et être sûr que ce que vous proposez est d'un intérêt suffisant. Mais rien ne vous l'empêche. Je vous souhaite un jour d'être suffisamment expert dans ce domaine pour pouvoir, par exemple, faire ce genre de choses, ou participer à ce genre de projet. C'est rarement le cas d'un seul individu, bien sûr. Hein. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez un document et puis vous dites j'aimerais bien que ça devienne un standard. Je pense que c'est un intérêt général. Puis là, il y a toute une mécanique qui se met en branle. Vous pouvez trouver des informations sur quelles sont ces mécaniques qui se mettent en branle, mais les gens vont vous donner des commentaires, vont commenter vos différents documents en disant ça peut être un rejet franc et massif, non, ce service-là, il est vraiment sans intérêt. Ou alors, ouais, c'est pas mal, mais bon, là, il faudrait l'intégrer mieux, je sais pas quoi, avec tel autre service. Donc, tout ça est évolutif. Et puis, au bout du compte, qu'est-ce qu'on établit? On établit un document qui fait office de normes. Ce n'est pas vraiment des normes au sens officiel, mais pour tout le monde, maintenant, ça fait office de normes. Donc, vous pouvez consulter ces normes. Hein. Elles sont disponibles. Vous allez à l'IETF, RFC, puis vous avez la liste de tous ces documents. Donc, c'est une organisation internationale. Hein. Vous pouvez y adhérer si vous voulez. Ce n'est pas très intéressant pour un individu, mais il y a plusieurs autres, par contre, sociétés savantes liées à ça qui peuvent vous intéresser. Pourquoi pas. Fouillez là, si vous avez un peu de temps, vous pouvez fouiller ces choses-là. Alors par exemple, eh bien, vous allez trouver des tas de choses, notamment on parle souvent de TCP/IP pour les protocoles de l'Internet, en fait on devrait dire TCP/UDP/IP. C'est-à-dire que la couche minimum de transport d'information c'est IP, pour Internet Protocol, et au-dessus de ça, donc l'Internet Protocol c'est un truc vraiment minimal, hein, vous transportez en gros que des... c'est un mode datagramme mais très primitif, disons. Allez, je fais simple. Et au-dessus de ça, vous allez bâtir deux types de protocoles. Donc le mode UDP qui est datagramme, donc D pour datagramme, et puis le mode TCP pour transmission au sens de flux en fait. Et donc par exemple, comment ces deux protocoles d'assez bas niveau sont normalisés évidemment. Hein. Si nos deux machines veulent communiquer en UDP, il faut bien que les messages soient exactement comme attendu.
Donc, par exemple, vous pouvez regarder la RFC 768, juste la regarder de loin, hein. N'essayez pas de lire ce machin-là, c'est super désagréable. Mais ça vous donnera une idée de ce que c'est qu'une norme. Une norme. Vous n'avez peut-être pas encore eu affaire à des normes. Je vous conseille de le faire un jour, alors si ce n'est pas au cours de réseau, plus tard, un autre cours, mais c'est pas inintéressant d'avoir une idée de ce que sont ces normes. C'est difficile à établir une norme, c'est difficile à lire, mais c'est nécessaire d'avoir vu au moins une fois à quoi ressemblent ces objets, parce que justement, pour vous garantir que tous ceux qui respectent, enfin, qu'on puisse tous communiquer entre nous, il faut établir des règles, ok? Et des règles précises, parce que les ordinateurs ne supportent pas la moindre imprécision, bien sûr. Donc évidemment, comme ça doit être extrêmement précis, ça doit être très détaillé, c'est volumineux, désagréable à lire, mais voilà. Désagréable à lire dans le détail. Bon, vous pouvez lire la RFC 793, donc vous voyez déjà qu'il y a eu plein d'autres normes avant, hein. Bon, pour la couche application, il y a plein de RFC, peut-être que je vous en montrerai, enfin je vous en identifierai quelques-unes. Alors évidemment, ce qui vous est indiqué là-dessus, c'est que si vous voulez communiquer entre applications, il y a un truc super important, c'est qu'il faut identifier les destinataires et puis les expéditeurs. Ça, le minimum, c'est bien sûr d'identifier l'expéditeur. Sinon, comment vous voulez qu'un message atteigne quelqu'un si vous n'identifiez pas l'expéditeur? Bon, on verra qu'il y a des moyens de diffuser à tout le monde, hein, comme en criant à la cantonade. Ici, quand je parle, tout le monde, a priori, tout le monde m'écoute, en tout cas, tout le monde peut me recevoir. Mais je ne parle pas individuellement à chacun d'entre vous. Je ne répète pas mon message, je ne sais pas combien de fois, je ne sais pas comment vous êtes. C'est pas ça que je fais. Donc, il y a aussi possibilité dans les réseaux numériques de parler à la cantonade, hein. Je balance un message et le reçoit qui veut bien. Bon, la plupart du temps, on va faire des communications point à point. Et si on veut faire des communications point à point, il faut au moins que j'établisse, si moi je veux parler à l'un d'entre vous en privé, enfin en mode privé, eh bien j'ai nécessité d'identifier justement le destinataire de la conversation. Et en général, il faut aussi identifier l'expéditeur, ça c'est important, parce qu'évidemment, le destinataire, il peut refuser la conversation, hein. Sur mon téléphone, il y a des casse-pieds qui m'envoient des fois des... J'ai pas envie de décrocher. Donc je vois le numéro de l'expéditeur et je décide, oui je veux, non je veux pas, je mets en attente. Enfin. Donc c'est aussi important d'identifier les deux points, ne serait-ce que d'un point de vue du réseau, de la structure du réseau lui-même, mais même au niveau de l'application, ça peut être intéressant. Un serveur web peut refuser des connexions venant de je ne sais pas quelle zone de l'internet bizarroïde. Voilà. Donc il faut un mécanisme de nommage. Voilà. Alors le minimum, c'est que les services, donc sur une machine donnée, par exemple si ma machine est capable d'offrir des services sur le réseau, donc si elle est connectée sur l'internet et que je veux que cette machine offre des services à quiconque veut bien les utiliser, si j'ai un serveur web par exemple, ou un serveur de mail, ou je sais pas quoi, eh bien, il faut que ce service soit identifié. C'est-à-dire, il ne suffit pas de savoir que c'est sur cette machine-là que vous voulez vous connecter. Donc, il faut évidemment une adresse pour ma machine, mais il faut dire à cette adresse à qui ou à quelle application vous voulez vous adresser. Hein, c'est comme que si vous essayez de téléphoner à l'université, que vous tombez sur le central de l'université, le central téléphonique, il faudra dire « Ah non, je veux le poste numéro machin » pour me parler à moi. Donc il ne suffit pas de parler à l'université, en général vous voulez parler à quelqu'un dans l'université. Donc il faut identifier sur la machine un service. Donc ça c'est important. Les identifiants, les identifications de points de connexion en réseau sur l'Internet nécessitent au moins ces deux informations. Donc pour chaque point de communication, une adresse, un port. Ok ? Alors un couple, ce que j'appelle un couple adresse-port, ça identifie un point de communication. Ok ? Et pour établir une communication, il vous faut 2 points de communication. C'est le minimum. Il peut en avoir plus, mais il faut au moins un émetteur et puis un ou plusieurs receveurs. Ok ? Mais il vous faut au moins 2 points de communication. Alors, pour identifier une machine, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Il y a plein de façons, hein. On va distinguer 2 choses. Ce qu'on appelle les noms et ce qu'on appelle les adresses. Jusqu'ici, je n'ai pas fait de distinction entre nom et adresse, mais en général, les noms, c'est un truc pour les êtres humains. Donc, c'est des
c'est des mots ou des acronymes à coller les uns aux autres, parce que les êtres humains, ils préfèrent largement les lettres. Hein. Les nombres, au-delà de quelques chiffres, ils sont pas foutus de les retenir. Donc c'est beaucoup plus simple pour les êtres humains de retenir des noms. Donc par exemple, pour identifier, je sais pas quoi, une machine chez la société Samsung, par exemple le serveur web, elle s'appelle comme ça, www.samsung.com. C'est comme pour identifier une adresse, vous dites je sais pas quoi, 5 rue Thomas Mann pour identifier l'adresse principale de l'université Paris Diderot. Donc il y a un mécanisme comme ça, un numéro dans la rue, la ville, etc. Donc ça, c'est exactement ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire c'est du domaine.com. Donc ça identifie un ensemble de sociétés. Ça, une société, je ne veux pas trop insister là-dessus, ça peut identifier n'importe quoi, mais c'est un ensemble sous les adresses.com, comme si vous disiez, je sais pas quoi, la France, si vous voulez. Et puis ça, c'est dans le domaine.com, un sous-ensemble, pardon. Et puis à l'intérieur de Samsung, une adresse qui lui est propre. Enfin, un nom qui lui est propre. Sinon, les machines sont en réalité identifiées par des numéros. Les ordinateurs, eux, alors par contre, ils sont à l'inverse des êtres humains, ils ne savent rien faire avec les textes. Eux, ils adorent les chiffres. Ça, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, les seuls chiffres qu'ils supportent, c'est les 0 et les 1. Mais ils font ça très très bien. Hein, ils ont été construits comme ça. Donc en réalité, en fait, les machines sont identifiées par des adresses. Donc cette machine-là, si elle est connectée au réseau, ce qui n'est pas le cas là, parce que je ne l'ai pas connectée au Wi-Fi, mais si je la connecte au Wi-Fi, tout d'un coup, elle va être connectée à l'Internet. Et donc, on va lui attribuer une adresse Internet, qui est simplement un numéro qui l'identifie. Allez, je vais faire un raccourci, qui l'identifie de façon unique sur le réseau. Donc j'en sais rien, par exemple 211, 45, 27, 202, ça ressemble à un machin comme ça. Donc vous êtes d'accord que moi, être humain, je préfère retenir www.samsung.com que, je suis obligé de me retourner, 211, 45, 27, 202. Par contre, les ordinateurs, eux, ils adorent ça, il n'y a aucun souci, ils préfèrent ça largement. Ok ? Alors en fait, ce qu'on identifie, il faut faire attention aussi à ça, hein, méfiez-vous. On identifie avec un numéro, pas nécessairement une machine. En fait, on identifie un dispositif de connexion au réseau. Pour faire court aussi. Mais sur ma machine, elle peut avoir plusieurs dispositifs de réseau, c'est le cas. Elle a par exemple une carte Wi-Fi, elle a une carte Ethernet, je peux brancher un câble Ethernet s'il y avait la possibilité de le faire ici. Et donc on pourrait s'adresser à ma machine via la connexion Wi-Fi ou via la connexion câble. Et donc ça, ce serait 2 points différents. Donc en fait, c'est chaque dispositif. Ok ? Bon, ceux qui connaissent mieux le réseau disent que j'exagère, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça suffit largement d'être conscient de ça. Sur une machine donnée peut avoir plusieurs adresses. Bien sûr. Ok ? Vous imaginez simplement qu'une maison qui est à un coin de rue, elle a 2 adresses. S'il y a 2 portes, une porte qui donne sur chacune des rues, il y a 2 adresses pour rentrer dans cette maison. Donc c'est exactement ça. Si vous êtes à la frontière entre plusieurs réseaux, plusieurs bouts du réseau, vous pouvez avoir plusieurs adresses. Ok ? Bon, les adresses, normalement, elles correspondent à une organisation structurelle du réseau. C'est une organisation particulière du réseau sur laquelle je ne vais pas insister là, mais voilà. Donc, si vous avez du mal à basculer dans les 2 mondes, là, cette histoire de nom et d'adresse qui est un peu bizarre, normalement, vous savez déjà ça, puisque vous êtes en L3, S2, second semestre, si vous avez fait L3, S1, donc vous avez eu un cours de système dans lequel vous avez fait les entrées-sorties, où vous avez expliqué ce que sont les fichiers dans un système Unix. Alors on vous dit, en fait, les fichiers, ça n'existe pas, c'est des INE. Donc en fait, vous avez des trucs qui portent des numéros. Et on a dû vous dire la même chose, en fait... les humains, ils détestent les numéros, donc les fichiers, on va leur donner des noms. Mais les machines ne connaissent pas ces noms, enfin, pas directement ces noms, elles identifient les fichiers par des numéros. Donc vous avez un mécanisme pour passer de l'un à l'autre. Puisque les machines préfèrent les numéros, on va identifier les fichiers par des numéros. Mais puisque les humains préfèrent les noms, on va avoir un mécanisme pour leur donner des noms. C'est exactement l'histoire des annuaires. Vous retenez, enfin, maintenant on s'en fiche, puisqu'on a sur nos téléphones, les annuaires ou les listes de contacts sur vos téléphones.
Quand vous voulez appeler un camarade, ce que vous faites, c'est que vous cherchez dans la liste des contacts le prénom ou le nom de votre camarade. Vous n'allez pas taper directement ce numéro. C'est rare de retenir les numéros de téléphone par cœur. C'est pas impossible, mais en général, c'est pas ce qu'on fait. Et pourtant, c'est bien comme ça qu'il faut téléphoner à vos camarades. Il faut faire un numéro de téléphone. Mais vous avez un mécanisme qui vous permet d'utiliser un nom, ce nom étant transformé automatiquement via un annuaire en un numéro, et puis blablabla. Ok? Bon, bah c'est pareil dans l'Internet. Les machines ont des numéros. Les humains préfèrent des noms, mais on a un mécanisme pour transformer les noms en numéros et que tout se passe bien. Alors les noms, hein, en fait, ils sont organisés de façon spéciale, peut-être vous le savez. Alors si par exemple vous prenez le nom du service web de l'informatique, du service web de l'UFR d'informatique, vous tombez sur un machin comme ça. www.informatique-unifparidhydro.fr. Mais il y a plusieurs parties. Oh. On distingue le domaine de la machine, c'est-à-dire qu'en fait là on s'adresse a priori, on s'adresse plutôt, quand on a une telle adresse, c'est qu'on souhaite identifier une machine, cette machine étant dans ce qu'on appelle un domaine, c'est-à-dire un ensemble de machines. Et puis ces domaines eux-mêmes, en fait, ils sont organisés en domaines et sous-domaines. C'est-à-dire que ça c'est la machine 3W, dans le domaine des machines de l'UFR d'informatique, qui est dans le domaine de toutes les machines de l'Université Paris Diderot, qui est elle-même dans le domaine de toutes les machines qui sont dans le réseau FR, enfin dans l'espace de nom FR. C'est comme ça qu'on a l'habitude de constituer les noms Internet. C'est vrai que c'est facile, c'est exactement comme ça qu'on fait aussi pour les vraies adresses. On met le numéro du bâtiment dans la rue, dans le quartier, dans la ville. C'est un peu hiérarchique. Ok ? Bon, n'insistons pas sur ce genre de choses, mais c'est pareil pour les adresses. Les adresses sont en fait structurées. Hein. Quand j'avais mis l'adresse, je ne sais pas combien, 211, 23, 45, 78, en fait, ça représente aussi une structure hiérarchique, mais là qui est liée au graphe lui-même. Okay. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, les machines du domaine informatique unifparidhydro.fr sont pas forcément des machines voisines et physiquement reliées toutes sur un même câble. Hein. Je peux très bien avoir une machine de l'UFR d'informatique qui est physiquement dans le bâtiment Sophie Germain, une autre qui est je sais pas quoi au service central de l'université, et pourquoi pas une autre qui se trouve en Australie. Si j'ai une antenne de l'UFR d'informatique en Australie, je voudrais qu'elles soient toutes pour les êtres humains dans le domaine des noms informatiques unifparidhydro.fr, mais que physiquement elles soient ailleurs. Ok ? Donc ça, c'est tout à fait possible, bien sûr. Mais physiquement, donc les numéros, eux, des machines, par contre, représentent effectivement la structure physique du réseau. Ok ? Bon. Cette structure ne m'intéresse pas ici. Alors, par contre, ça, c'est important de connaître au moins ce mécanisme. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si vous voulez transformer les noms en numéros, ou vice-versa d'ailleurs, hein, les annuaires inversés, il y a bien un service existant sur le réseau qui fait ça, forcément. Donc il y a bien une notion d'annuaire, et ce service s'appelle le service de nom. Il s'appelle le DNS. Vous pouvez inventer n'importe quel service de nom que vous voulez, hein, mais le plus répandu, le standard, c'est le DNS. Mais vous pouvez utiliser celui qui vous intéresse, hein, pour des raisons de sécurité, vous n'avez pas forcément envie d'utiliser le DNS. Il a une particularité, c'est un service d'annuaire distribué. Bien sûr, sur ma machine ici, je n'ai pas la correspondance entre tous les noms possibles d'Internet et toutes les adresses des machines Internet. Ça n'aurait aucun sens, parce qu'évidemment, en une seconde, il y a probablement des milliers, voire des centaines de milliers de machines qui se connectent et se déconnectent d'Internet. Donc je ne peux pas maintenir un annuaire pareil, ça n'a aucun sens. Okay, ça l'a été, hein, par le passé, au début d'Internet, les machines avaient toute la connaissance de la structure des réseaux et des machins. Bon, quand on est passé au-delà de 100 000 machines, on s'est calmé, quoi. On s'est dit ça, c'est plus raisonnable. Donc en fait, on a un service d'annuaire, hein, qui est distribué. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous avez localement, c'est qu'un tout petit bout de l'annuaire. Et puis quand vous n'avez pas la réponse localement, bah, vous allez vous adresser à quelqu'un qui a un autre bout de l'annuaire. Et puis, voilà. Je ne vais pas détailler ce mécanisme-là. C'est pareil, c'est quelque chose que vous verrez certainement en réseau, en protocole réseau. On vous détaillera ce genre de choses, comment est-ce que ça fonctionne. C'est pas forcément conceptuellement très compliqué, mais techniquement, il y a des détails subtils. Ok ? Alors en plus, ce qui ne simplifie pas les choses, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a deux types d'adresses.
pour des raisons historiques, on a IPv4 et IPv6, vous avez peut-être entendu parler de ça. IPv4, ce sont des adresses telles que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez 4 nombres. Ces nombres étant tous compris entre 0 et 255, ce sont des octets, c'est les nombres des machines. Et donc ça fait 2 puissance 32 adresses possibles en IPv4. 2 puissance 32, c'est allez, en gros 4 milliards. Et ben, ça veut dire que sur Internet, vous ne pouvez avoir à un instant T que 4 milliards de dispositifs. Vous allez me dire, c'est beaucoup. Hein. Ben, il y a 6 milliards d'êtres humains. Ils n'ont pas tous Internet, ok. Mais il y en a pas mal qui ont plusieurs adresses Internet. Et puis en plus, la structure des adresses fait qu'il y a plein d'adresses qui sont gâchées. Donc en fait, 4 milliards d'adresses, c'est largement insuffisant. Oh, alors ok, il y a des correctifs, il y a des façons pour tricher, pour gagner des trucs. Je ne vais pas sur ces détails-là. Mais du coup, évidemment, hein, IPv4, ça a été mis au point dans les années 70. Alors c'est comme toujours, hein, on a fait un peu des prospectives dans le futur, et personne n'avait imaginé dans les années 70 qu'on aurait 4 milliards d'adresses Internet un jour. Bien sûr, c'est arrivé bien plus tôt que prévu, et donc on a été pris de court, et donc il a fallu penser à l'avenir. Et l'avenir, c'est IPv6. IPv6, cette fois, c'est des adresses sur 8. Enfin, 8 octets. Là, c'est 2 puissance 64. A priori, ça devrait suffire, hein, 2 puissance 64, parce que là, ça doit dépasser le nombre d'atomes de l'univers, donc on ne devrait pas avoir plus d'une carte réseau par atome de l'univers, donc ça va. Mais du coup, voilà, ça veut dire que il faut faire une transition, il faut rendre les choses compatibles, c'est un peu subtil. Donc IPv6, ça fait au moins 15 ans qu'on dit que tout le monde va passer IPv6 demain. Le demain change régulièrement depuis 15 ans. Bon, aujourd'hui ça cohabite, par exemple à l'UFR, vous pouvez expérimenter, à l'UFR IPv6 fonctionne, enfin l'université Paris Diderot est prête pour IPv6 depuis longtemps. Et toutes les conversations avec l'extérieur ne se font pas en IPv6, ça dépend si les gens avec qui vous communiquez sont en IPv6 ou pas. Bon, cette transition, on l'attend, peut-être elle se fera bientôt, je ne sais pas trop. Alors par exemple, vous avez des outils pour explorer le réseau, puis je vais peut-être terminer sur ce genre de choses, vous donner quelques machins que vous allez expérimenter d'ailleurs aussi en TP, il faut expérimenter ces choses-là pour être confronté à ces histoires de noms, de machins, de services. Alors vous avez un service d'annuaire, bien sûr vous pouvez l'interroger. Par exemple, vous avez des outils sous Unix, des outils en ligne de commande, mais vous avez bien sûr des API, c'est-à-dire que vous pouvez par programmation interroger le service d'annuaire pour savoir quel est le numéro de la machine www.samsung.com. Je veux le numéro IP, parce que c'est avec lui que je veux communiquer. Donc il faut interroger l'annuaire, vous avez des fonctions de bibliothèque pour interroger les annuaires, en fonction des langages, des machines, des ce que vous voulez, des systèmes, etc. Les outils Unix qu'on trouve, alors vous avez le obsolète NSLOOKUP. Bon, moi je l'aime bien celui-là. Puis si vous êtes plus moderne, vous utilisez Dig, mais ils rendent à peu près les mêmes services, en tout cas de base. Bien sûr, techniquement, Dig est plus riche, mais c'est pas très grave. Donc NSLOOKUP, comme son nom l'indique, il vous permet d'effectuer une recherche à l'intérieur du serveur de nom du name server. Et puis Dig, il vous permet de creuser. C'est l'image. Mais alors voilà, j'espère que c'est lisible pour tous. Mais voilà, par exemple, si j'utilise Dig, donc là j'ai pris un exemple, j'ai pris soin de faire le moderne. J'ai utilisé Dig. Donc je voulais savoir, par exemple, c'est un vieil exemple, hein, mais je voulais savoir quelles étaient les informations dans l'annuaire associées au nom internet www.ibm.com. J'ai pris ça au hasard, hein. Prenez ce que vous voulez, ça n'a aucune importance. Donc j'ai fait Dig, j'étais connecté au réseau, et on m'a balancé tout un tas d'informations. Notamment, on m'a donné le véritable nom de la machine www.ibm.com. Bien sûr, une même adresse internet pourrait avoir plusieurs noms. Pourquoi pas? Pour ceux qui savent déjà manipuler des trucs genre des serveurs web un peu évolués, vous avez des virtual hosts, c'est-à-dire de faire qu'une même machine, selon le nom avec lequel vous vous adressez à elle, vous avez des pages internet différentes par exemple. Donc voilà par exemple la machine qui s'appelle www.ibm.com, en réalité son vrai nom c'est un machin horrible comme ça. Bon, très bien. Et puis en fait ici vous voyez son adresse, par exemple son adresse internet c'est 129 42 58 216. Tout ça est peut-être faux maintenant, hein, quand j'ai fait ça. C'était ça, ça a pu changer de suite.
Mais du coup, vous voyez que quand même, vous avez une certaine liberté. Enfin, du côté de chez IBM, ça vous affranchit d'un certain nombre de choses. Techniquement, bien sûr, les adresses peuvent changer, mais pour l'utilisateur, l'essentiel, c'est que pour avoir des informations sur la société IBM, vous commencez par regarder le serveur web le plus générique possible, www.ibm.com. Et bien entendu, c'est à la charge d'IBM de changer les informations du service d'annuaire pour dire ah ben ça y est, en fait, le serveur web là il est trop ancien, celui-là je vais le mettre sur une nouvelle machine. Elle change le service d'annuaire et dit hop, voilà mon nouveau numéro internet. Donc c'est un intérêt évidemment d'utiliser des noms génériques, sachant qu'en réalité le véritable nom des machines est un autre nom. Bon, vous avez d'autres choses, c'est pas très grave, mais Dig vous donne des informations aussi sur l'annuaire lui-même. Il peut même vous donner des informations de confiance sur l'annuaire, parce que parfois vous récupérez des adresses, mais quel est le degré de confiance que vous pouvez avoir sur cette adresse? Je n'insiste pas là-dessus, mais il y a un vrai problème. Hein. Alors j'ai fait la même chose, mais cette fois avec NSLOOKUP. Bon, vous voyez, NSLOOKUP, il m'a raconté la même chose. Hein. C'est un peu plus succinct, mais parce que NSLOOKUP, plutôt que de considérer que vous êtes un super technophile, eh bien, il considère que les informations les plus importantes, c'est juste le nom canonique et l'adresse, donc il vous donne ça au minimum. Si vous voulez en savoir plus, il faut aller chercher l'option terrible, masquée, je sais pas quoi, -FX2833, et hop, il vous donne toutes les informations, je sais pas quoi. Quand vous consultez le manuel de NSLOOKUP pour en savoir plus, ou Dig si vous voulez. Bien sûr, je peux avoir l'inverse, hein, je peux faire un annuaire inversé. Donc avec Dig ou avec NSLOOKUP, je pourrais très bien demander « Ah, mais j'ai l'adresse d'une machine, j'aimerais bien savoir où elle est cette machine. » Hein, vous avez détecté une intrusion sur votre machine. Hein, pas forcément très utile en fait de faire ça, mais en général, le réflexe que vous avez, ça vient d'où ce machin. Donc je sais pas, vous avez un numéro comme ça, 132.227.93.1. Vous voulez savoir ce que c'est? Ben, j'ai interrogé, et ben, ce qu'on m'a dit, tiens, c'est la machine qui s'appelle comme ça. Liafa1, liafa.jussieu.fr, c'était une machine de mon laboratoire quand j'ai tenté l'expérience. Je suis membre du laboratoire Liafa. Le domaine Jussieu n'existe plus, il a été remplacé par unifparidhydro.fr. Cette expérience a été menée dans des temps très anciens et reculés. Ok? Alors pareil pour les ports, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, il ne suffit pas de vous adresser à une machine, il faut vous adresser à un service dans cette machine. Hein, c'est comme une adresse physique à l'université, 5 rue Thomas Mann. En fait, il y a plein de trucs. Il y a le service, je ne sais pas quoi, des inscriptions, les ressources humaines, il y a le service financier, il y a l'UFR d'informatique, l'UFR de sociologie, je ne sais pas quoi, les langues, le service humain. Donc, il faut identifier ces différents services à l'intérieur de la machine université Paris Diderot. Donc, pareil sur les machines, hein, ce que vous identifiez, les services, c'est par des numéros de port. Ok? Alors, des ports, vous en avez un certain nombre, beaucoup, quelques dizaines de milliers, mais surtout ce qui est important, c'est que vous avez deux espaces de services. Vous avez l'ensemble des services en mode datagram, paquet, et l'ensemble des services en mode connecté. Donc quand vous vous adressez à une application sur une machine, vous dites quelle machine, donc son adresse, quel service, le numéro, et quel mode de connexion. Il vous faut 3 informations pour vous connecter à une application. En réalité. Ok? Bon, alors, des ports, en fait, vous en avez jusqu'à 65 530, enfin, vous avez 65 536 numéros, quelques-uns sont interdits, quelques-uns sont protégés, etc. Donc 65 536, parce que ça, c'est 2 puissance 16. Donc les ports entre 0 et 1023, vous ne pouvez pas créer vos propres services là-dedans, c'est réservé, c'est des services prédéfinis, courrier, web, tous les services standards des systèmes. Okay, il y en a beaucoup. Vous avez des ports réservés que vous ne pouvez pas utiliser non plus vous-même normalement, qui sont les ports entre 1024 et 49 151. Ça, c'est, vous êtes une société, vous avez besoin de définir un service qui est à vous, donc qui est général, mais pas pour l'intégralité de la planète, ou qui est un truc propriétaire. Je sais pas, par exemple Dropbox, c'est un truc propriétaire, donc c'est pas normalisé, vraiment.
Mais il faut bien identifier le port, quoi. Donc pour communiquer avec Dropbox sur toutes les machines, il y a un port réservé. Je ne sais pas quel est le numéro du port Dropbox, mais il est entre 1024 et 49 151. Puis après, les autres ports, ça, c'est vous en faites ce que vous voulez. Ils sont libres. Voilà. OK. Donc vous avez de quoi créer vos propres conversations comme vous voulez. Alors par exemple, parmi les ports reconnus, hein, vous en avez plein. Hein. Vous avez, je sais pas, les deux ports 20 et 21 pour le service FTP qui a un service de transfert de fichiers. Oh, plus personne n'utilise trop ces machins-là, mais c'est assez utile. C'est un peu technique, mais il y a encore des gens, hein, c'est très utile. Bon, en tant qu'utilisateur, en fait, quand vous transférez des fichiers, vous utilisez soit du SSH, soit du HTTP, je sais pas quoi. Vous utilisez rarement du FTP, mais c'est un service assez intéressant de transfert de fichiers. C'est File Transfer Protocol. Lui, il réserve deux ports. Pour le SMTP, par exemple, c'est le port 25. Donc, si vous voulez envoyer ou lire du courrier vers une machine, c'est le port SMTP, le port 25, SMTP. Simple Mail Transfer Protocol. 80 pour HTTP. Donc, quand vous communiquez en fait à un serveur web, là, vous tapez HTTP w informatique UFR info 1 rien. Bah, en fait, ça veut dire que vous adressez à la machine www machin truc chouette sur le port 80 en mode TCP. Par défaut, le port web, c'est 80. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas communiquer via le web, via le protocole web sur un autre port, mais par défaut, si vous dites rien, c'est le port 80. OK. Bon, les ports réservés, bah voilà, je dis Dropbox, ça tombe bien. C'est pas un exemple, puisqu'il est sur mon slide. Dropbox a réservé le port 17500. Pourquoi? Bon, les autres sont des ports libres, hein. Normalement, ils sont utilisés pour des durées limitées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de normalisation là-dedans. À un instant T, vous pouvez utiliser le port 64 000 pour faire quelque chose et 3 minutes après, 64 000 pour faire autre chose. Il n'y a pas de normalisation. C'est à vous de vous débrouiller. Pardon. Alors, par exemple, si vous prenez une machine Unix, vous pouvez regarder en fait les numéros de port, vous les retrouvez. Donc, par exemple, sur une machine Unix, la liste des ports normalisés, vous l'avez. Vous avez un fichier qui s'appelle OTC service, au pluriel, donc qui est à la racine dans le répertoire ETC. Vous avez ce fichier service, qui est un fichier texte, qui vous donne la liste des ports connus. Donc ça c'est pareil, hein, les êtres humains ils préfèrent se rappeler que le service de transfert c'est SMTP, plutôt que 25. Donc c'est un annuaire pour les services. Mais comme il est petit, il n'y a pas besoin de le distribuer, machin, tout le monde a le même OTC service. Donc voilà, je sais pas, vous voyez, vous retrouvez FTP, vous avez les ports 20-21, vous les avez d'ailleurs disponibles en UDP et en TCP. Le courrier, vous avez deux versions du courrier, en UDP, en TCP, blablabla. Vous avez d'autres choses. SSH, le port 22, Telnet, le port 23, etc. OK? Alors, si vous voulez des informations sur votre machine pour savoir un peu quelle est son adresse et comment est-ce qu'elle est configurée, etc., bon, bien sûr, la plupart du temps, vous avez accès aux préférences système, je ne sais pas quoi, et vous allez chercher le troisième sous-menu de la quatrième fenêtre du machin truc, et vous obtenez les informations qui vous disent quelle est votre adresse MAC, votre adresse IP, je ne sais pas quoi, toutes ces informations bizarroïdes. Mais tout ça est disponible en ligne de commande. Alors, par exemple, sous Unix, vous avez une commande pour obtenir des informations et configurer éventuellement vos interfaces de réseau. Donc ça s'appelle ifconfig, et le if pour interface, et puis config pour configuration. Donc par exemple, j'ai pris ma machine ici, donc c'est vrai que quand je l'ai acheté, on m'a dit il y a une interface Wi-Fi, il y a une interface Ethernet. Si vous faites ifconfig, moi j'ai installé plein de logiciels, de machins, des trucs, j'ai joué un peu avec ma machine, puis j'ai regardé un jour, tiens, je me dis, qu'est-ce qu'il y a comme réseau configuré sur ma machine ou comme point d'accès du réseau. Alors je fais ifconfig et je vois ce que j'ai trouvé. Il y a plein de trucs horribles. Donc ma machine, en fait, alors certes, j'ai retrouvé par exemple, alors j'ai une adresse bizarre qui s'appelle la boucle locale. Bon, en fait, ça c'est un truc très spécial pour les réseaux, mais vous retrouvez ça dans plein de... Les informaticiens, ils aiment bien ça, mais pas juste pour jouer, c'est en fait assez important. Mais c'est comme en Java, là, vous avez un mot-clé bizarre, vous faites tous du Java, donc tout va bien. Et vous avez un mot-clé bizarre, c'est le mot-clé this, qui permet dans un objet de parler de lui-même. Dans le réseau, c'est pareil, vous avez une adresse spéciale qui permet à toute machine de parler d'elle-même.
Ok. Et cette adresse, c'est l'adresse spéciale 127.0.0.1. Donc quand vous parlez à la machine 127.0.0.0.1, à tous les coups, vous vous parlez à vous-même. Enfin, la machine se parle à elle-même. J'ai une petite tendance parfois à me prendre pour une machine. Voilà, donc ça s'appelle la boucle locale. Donc en fait, j'ai une boucle locale qui est configurée. Après, ça, je ne sais plus, mais ça devait être un tunnel. Alors, je ne sais plus lequel, mais c'est pas très grave. EN0, c'était mon interface Ethernet. Donc là, j'étais connecté sur un câble, puisque j'avais une adresse. EN1, c'est mon Wi-Fi, mais mon Wi-Fi n'était pas actif, donc j'avais rien, je n'avais pas d'adresse. Je peux me connecter aussi sur le réseau avec mon port FireWire, visiblement. Là, je ne l'avais pas fait, donc je n'ai pas d'adresse non plus. Et puis, j'avais configuré des machines virtuelles. Je fais joujou avec mes machines. Et donc, ça veut dire que sur mon Mac, là, en fait, à l'intérieur, j'ai fait tourner un Windows, un Linux et des machins. Et donc, ces machines-là sont aussi identifiées sur Internet, donc elles avaient elles-mêmes des adresses, machin. Donc, voilà, en fait, je pouvais... là, je vois à peu près tous les points de communication qui sont dans ma machine. Des points physiques. Ça, c'est un point physique. Ça, c'est un point physique. Ça, c'est un point physique. Celui-là aussi. Et puis, des points logiques. Bon, une autre information qui est utile, vous pouvez être intéressé, c'est pas super utile au quotidien d'utiliser ça, bien sûr, même pour écrire des applications qui communiquent, mais vous pouvez vous poser la question de savoir, bah tiens, je suis un peu curieux pour savoir qu'est-ce qui se passe quand j'envoie un message de ma machine à une autre machine. J'aimerais bien savoir par où ça passe. Alors vous avez un petit outil qui vous permet, faites attention, il ne vous envoie pas forcément les bons résultats, mais une route, ce qu'on appelle une route exactement, hein, si je veux aller de chez moi à, je sais pas quoi, à Saint-Tropez en vacances, je prends une carte et puis je décide par où je passe. Je me dis, tiens, ok. Donc si vous voulez savoir par où les messages passent quand vous tentez d'atteindre une machine, vous avez un outil qui essaie de calculer ça et qui s'appelle traceroute. Hein, alors si vous regardez traceroute par exemple, j'ai dû faire un essai de traceroute. Est-ce que j'ai fait un essai de traceroute? En voilà un. J'ai essayé de tracer une route. Alors attention, ce n'est pas toujours facile pour le faire parce que, pour des tas de raisons, selon le réseau dans lequel vous êtes, qui est plus ou moins protégé, on vous interdit parfois d'utiliser traceroute. Vous ne voyez pas toutes les informations, ça ne marche pas à tous les coups. Mais là, j'avais tenté une expérience. Je crois que j'étais à l'UFR et j'ai tenté de voir ce que ça donnait à partir de l'UFR. Je ne sais pas si ça marche toujours. Hein, d'atteindre la machine, le serveur de chez Free, par exemple. Et donc voilà ce qu'on m'a raconté, on m'a dit que je suis passé par telle et telle et telle et telle machine. Donc pour atteindre Free, en fait, je suis passé par 10 dispositifs. En gros, 10 carrefours. Ça peut aller assez loin, hein. Le diamètre, ça, disons, quelle est la route la plus longue que vous avez entre deux points de l'Internet? J'ai oublié la valeur, mais je pense que le diamètre de l'Internet, peut-être quelqu'un a ça en mémoire, mais c'est peut-être bien au-delà de 30. Hein. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez éventuellement savoir encore? Bah, vous pouvez avoir des informations sur le... Bon, ça, c'est peut-être pas le plus utile, ça, vous regarderez ça. Il y a un autre service qui est utile aussi. Vous voulez savoir si une machine est présente. Okay, vous savez qu'une machine existe a priori, elle est dans l'annuaire, mais vous voulez savoir si la machine répond. Est-ce qu'elle est allumée? Est-ce qu'il est éventuellement possible de communiquer avec elle? Alors, il existe différents services sur le réseau pour faire ça. Le service le plus de base, c'est le service ping. Ouais, il s'appelle ping parce que quand vous faites ping, ça vous répond pong. Voilà. Des blagues d'informaticiens. Hein. Voilà, donc par exemple, j'étais sur une certaine machine et j'ai cherché à savoir si le serveur web de l'UFR était en fonctionnement. Donc j'ai fait ping. Et alors ping, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie des petits trucs comme ça. Des petites pichenettes. Et donc il collecte des tas d'informations. Est-ce que chaque ping que vous avez envoyé, est-ce que vous avez reçu une réponse? Bien sûr, ça vous donne une idée de la fiabilité à un instant T de la connexion. Hein, peut-être qu'elle est coupée, qu'elle se met en route, je ne sais pas quoi. Et puis, par exemple, le temps qu'il a fallu mettre pour taper la machine. Donc, par exemple, j'étais à l'intérieur de l'UFR,
À l'intérieur de l'UFR, pour atteindre le serveur web de l'UFR, il m'a fallu quelques dixièmes de millisecondes. Ok? Par exemple, j'étais à l'intérieur de l'UFR, j'ai essayé d'atteindre mon laboratoire, donc un truc un peu plus loin. Bon, il m'a fallu, c'est de l'ordre de la milliseconde. Puis après, je suis sorti en domaine en France, puis vous pouvez essayer d'atteindre un truc en Australie pour voir. Bon, maintenant, le réseau Internet est suffisamment bien dimensionné, etc., pour qu'il soit rare quand même d'avoir des temps de ping très élevés. Hein. Bon, c'est pas, ça arrive encore, mais vous pouvez essayer d'expérimenter. Australie, ça marche trop bien. Mais peut-être qu'il faut essayer des îles perdues au milieu du Pacifique. Peut-être que là, c'est plus bizarre. Mais méfiez-vous, hein, parce que pour connaître une machine, pour connaître l'adresse d'une machine qui est effectivement, physiquement, sur une île perdue du Pacifique, il faut travailler. Hein. C'est pas parce que la machine a un nom faisant partie du domaine des, je sais pas quoi, d'une île quelconque de Micronésie que la machine est physiquement en Micronésie. Hein. Je vous rappelle que les noms, ce sont des noms. Physiquement, les machines peuvent être ailleurs. Bon, puis si vous voulez connaître le nom de Internet de votre machine, à un instant donné, vous connectez sur un point d'accès Wi-Fi, vous voulez connaître son nom, pourquoi pas. Vous faites hostname. Moi, je me suis connecté à l'UFR, et puis par la grâce de notre administrateur système, vous avez des noms bizarroïdes à l'UFR. Donc ma machine, quand je m'y connecte, elle s'appelle Poil aux oreilles. Bon, puis vous avez d'autres commandes que vous expérimentez, mais par exemple, à un instant donné, j'ai essayé d'extraire des informations. Je veux savoir un peu qui communique avec quoi sur ma machine à un instant T. Il y a plein d'applications qui sont en train de parler peut-être avec ma machine. Bon, moi j'ai un outil qui s'appelle Netstat qui permet de le faire. Donc là, je sais que, par exemple, il y avait cette machine-là qui communiquait avec ma propre machine sur un certain port, etc. Donc ça, c'est un serveur de courrier, je sais pas quoi. Donc on peut interroger vous pouvez interroger votre système pour savoir un peu dans quel état il est, comment il se situe sur l'Internet et ce genre de choses. C'est important de savoir le faire. Il est 6h03. Je vous propose de nous arrêter là pour aujourd'hui. Vous expérimenterez ces choses-là en TP, hein, vous rassurez-vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine.